Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, la crise burundaise, le facilitateur Benjamin Mkapa estime que le président du Burundi, Pierre Nkurunziza, est bel et bien légitime. Des propos qui, nous le verrons, ont fortement déplu à certains membres de l'opposition qui accusent la médiation tanzanienne de collusion avec le pouvoir burundais. L'Afrique du Nord, évaluée par la BAD, le rapport 2016 de la Banque africaine de développement vient d'être publié pour cette zone. Ces pays doivent faire face à des défis de court et moyen terme avant l'atteinte des objectifs en matière d'énergie, d'alimentation, d'industrialisation ou encore d'amélioration de la qualité de vie. Le Nigeria va lancer ses premières obligations vertes en 2017. Pays le plus peuplé d'Afrique avec 180 millions d'habitants. Le pays a besoin de plus de 6 000 milliards de nairas, soit l'équivalent de son budget annuel pour combler son déficit d'infrastructures. Au Sénégal, le président Macky Sall a inauguré ce mercredi 14 décembre le lancement des travaux du train express régional. Le TER devant relier Dakar à Diamniadio devrait être livré d'ici 26 mois. La seconde partie, Diamniadio, aéroport international Blaise Diagne, devra nécessiter 15 mois de travaux. Ce futur moyen de transport reliera la capitale au nouvel aéroport en moins de 50 minutes. Ce train d'une capacité de 500 places va desservir 14 gares et aura une vitesse de pointe de 160 km/h. La crise malienne persiste. Les médiateurs internationaux ne parviennent pas à accélérer le processus de paix au Mali, selon les experts. Plus que jamais, la paix constitue pourtant un impératif incontournable pour la stabilité et la prospérité du pays. Le terrorisme et la criminalité transfrontalière hypothèquent lourdement l'avenir du nord du Mali. Précision de Mokal Somba. Selon de nombreux experts, la médiation internationale est profondément préoccupée par les graves affrontements dans la région de Kidal au Mali entre les mouvements signataires de l'accord d'Alger pour la sortie de crise au Nord Mali. Elle condamne les violations de cessez-le-feu et les entraves aux opérations humanitaires enregistrées sur le terrain, lesquelles portent gravement atteinte à la lettre de l'accord de paix signé par toutes les parties le 15 mai et parachevé le 20 juin 2015. Dans la mesure où les acteurs, les différents signataires, ne sont pas sincères et n'ont pas la même lecture des choses par rapport à l'accord lui-même. Ça dépend, quand vous prenez par exemple le cheminement de l'accord, on parle d'autorité intérimaire, on parle de DDR, on parle d'autres mesures de confiance. Les acteurs ne sont pas au même niveau et à mon humble avis, si on mesure l'impact de l'accord sur le terrain, et on a l'impression que seulement l'État est en train de faire quelque chose parce que on a vu, l'État va convoquer bientôt une conférence nationale qui a été demandée par l'accord. La médiation internationale enjoint les parties concernées à résoudre leurs différends et leurs griefs par le dialogue afin d'accélérer la mise en œuvre de l'accord. En outre, elle souligne la nécessité de concrétiser la paix au bénéfice des populations durement affectées par cette crise. La preuve en est que l'accord a été signé et le terrorisme persiste. Qui fait que on avait pensé qu'avec la signature de l'accord, qu'il y aura désormais un seul ennemi, c'est-à-dire que les forces armées maliennes et les groupes armés du Nord allaient coaliser contre un seul ennemi, les terroristes. La médiation internationale pour une sortie de crise au Mali est composée de l'Algérie, de la CEDEAO, des Nations Unies, de l'Union européenne, de l'Organisation de la coopération islamique du Burkina Faso, la Chine, les États-Unis, la Fédération de Russie, la France, la Mauritanie, le Niger, le Nigeria, le Royaume-Uni et le Tchad sont aussi membres de la médiation internationale. En rappel, la crise au Nord Mali est née depuis 2012 suite à une insurrection des groupes armés djihadistes mais indépendantistes. Il n'y aura pas de rencontre entre l'opposition burundaise et le facilitateur Benjamin Mkapa. Ce dernier s'est fait récuser par les opposants qui le soupçonnent d'avoir pris parti pour le pouvoir en place. Il a en effet déclaré inutile de contester la légitimité de la dernière élection du président Pierre Nkurunziza. C'est pourtant ce à quoi s'évertue l'opposition depuis le début de la crise. Amira Benjabala Jean-Pierre. Le facilitateur de la crise burundaise et ancien président tanzanien, Benjamin Mkapa, en visite au Burundi, a jugé inutile de contester la légitimité du troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. De quoi ravir le pouvoir, mais pour les opposants du Sénarède, il ne fait aucun doute que le facilitateur a pris parti pour le président.
Une raison valable selon eux pour le récuser. Nous avons rencontré lundi à Bruxelles 2 envoyés du facilitateur Benjamin Nkapa qui était venu nous dire qu'il nous invitait à Arusha pour nous expliquer sa prise de position et ce qu'il projette de faire. Nous leur avons remis une lettre à donner en main propre à Nkapa pour signifier que nous le récusions officiellement en tant que facilitateur. Il s'est démis de ses fonctions en prenant fait et cause pour le gouvernement lors de son séjour à Bujumbura. Alors que les négociations intra-burundaises piétinent toujours, cette récusation pourrait mettre en péril la poursuite du dialogue. Ce n'est en tout cas pas l'avis du pouvoir en place. Nous croyons à la facilitation de la communauté est-africaine et donc ça ne nous empêche pas d'avancer parce que on négocie avec celui qui veut et d'ailleurs le facilitateur l'a bien spécifié. Aujourd'hui, quelle est la vision et l'orientation de ces négociations? C'est comment pouvoir organiser des élections de 2020 et de façon que ces élections soient crédibles et trouvent la participation de tout le monde. C'est en avril 2015, lorsque le président Pierre Nkurunziza a annoncé sa candidature à la présidentielle, que le climat politique et sécuritaire a commencé à se tendre au Burundi. Depuis, aucun accord n'a réussi à apaiser les tensions entre le pouvoir et l'opposition. L'ampleur de la crise est telle qu'elle a contraint plus de 300 000 personnes à quitter le pays. Côte d'Ivoire, quelques 30 000 policiers, gendarmes et militaires ont été mobilisés dans le cadre de l'opération Vision 255 pour sécuriser les élections législatives du 18 décembre. Cette opération met en place 12 000 policiers et 12 000 gendarmes appuyés par 6 000 militaires des forces armées de Côte d'Ivoire qui seront déployés à partir du 15 décembre. En plus des personnels commis à la sécurisation des 10 500 lieux de vote, il y aura 156 sections de l'armée, 40 pelotons de gendarmerie ou encore 40 groupes d'intervention de la police chargés du fonctionnement de l'ordre et de la sécurité du pays. La BAD dresse un bilan des économies d'Afrique du Nord. Le rapport annuel 2016 de la Banque africaine de développement procède à un état des lieux macroéconomiques ainsi que des perspectives à venir. Que faut-il retenir des performances de cette région? Élément de réponse avec Amira Bendiabala Jean-Pierre. La Banque africaine de développement a rendu son rapport annuel des économies d'Afrique du Nord. Un bilan en demi-teinte qui met en exergue aussi bien les performances que les contre-performances économiques des États de la sous-région. À l'exception de la Libye, qui connaît une situation politique, sécuritaire et économique particulièrement délicate, la sous-région nord-africaine, selon la BAD, a réussi là où d'autres pays ont échoué. Les gouvernements ont déployé nombre d'efforts en 2015 pour rationaliser les institutions bancaires publiques en Tunisie, renforcer le contrôle des banques et encourager le développement des services bancaires électroniques en Mauritanie et établir un registre central des crédits pour les entreprises et les ménages en Algérie. Les projections de la BAD anticipent 2,9% de croissance en 2016 et 3,6% en 2017 en Afrique du Nord. Un bilan bien trop optimiste selon les observateurs qui craignent que la croissance de la sous-région peine à se rétablir sur du court terme. Et la faute ne serait pas cette fois-ci à imputer aux politiques économiques menées jusque-là. Il faut être très très prudent dans ce type de conclusion. Certes, il faut communiquer positivement sur le continent africain et sur les stratégies de politique économique de l'Afrique. C'est très important, mais il y a une réalité qu'on ne peut pas cacher. Ils disent qu'il y a une croissance contrastée. C'est une façon de dire que tous les pays ne sont pas logés à la même enseigne. Ça veut dire aussi, moi je pense qu'il faut aussi dire les mots, une croissance qui est plombée, hélas à court terme, par l'atonie de la croissance mondiale. Ce rapport concerne précisément l'Algérie, l'Égypte, la Libye, le Maroc, la Mauritanie et la Tunisie et précise que ces pays doivent faire face à des défis de court et moyen terme avant l'atteinte des objectifs en matière d'énergie, d'alimentation, d'industrialisation et d'amélioration de la qualité de vie. Le Nigeria se met au vert. Le gouvernement entend lever dès 2017 plusieurs milliards de naira sur les marchés financiers internationaux. Pour compléter ses besoins de financement, le pays espère lever 60 millions d'euros en émettant ses obligations d'État destinées à financer des projets respectueux de l'environnement. Les explications de Fanny Mounichi. Le Nigeria accélère les changements dans la transition écologique.
Lagos prévoit d'émettre 20 milliards de naira d'obligations vertes durant le premier trimestre 2017 en vue de financer des projets dans le domaine des énergies renouvelables. Un acte inédit pour la première économie d'Afrique, officiellement entrée en récession depuis le 1er septembre. C'est l'État nigérian qui a besoin de fonds. Et il a plusieurs possibilités. Il pourrait s'adresser à la Banque mondiale, au FMI ou à d'autres bailleurs. Il n'a pas fait ce choix. Il a fait le choix d'émettre des obligations. C'est-à-dire, il dit, mais voilà, prêtez-moi de l'argent. Il y a des coupures, comme on dit, de tel montant. Moi, je vous rémunérerai à un délai qui est fixé, à un taux qui est également fixé. Parfois, dans certains pays, ça marche très bien. Ça permet à l'État de mobiliser suffisamment beaucoup d'argent en peu de temps. C'est sans doute le choix que le Nigeria a fait, surtout un Nigeria qui se trouve grand producteur du pétrole, qui se trouve confronté comme d'autres pays et d'ailleurs à la baisse du cours du baril, etc. Le gouvernement du Nigeria a affecté un tiers du budget de l'État pour l'exercice 2016 au financement de projets d'infrastructures pour tenter de réduire ce déficit et relancer son économie qui devrait se contracter de 1,7% cette année. Parmi les infrastructures que ce Green Bond doit permettre de financer, le nettoyage du pays Ogoni, très affecté par l'exploitation pétrolière, ou encore un projet de centrale électrique solaire dans le nord du pays d'une capacité de 1200 MW. La garantie peut reposer sur deux facteurs. D'abord sur le choix des projets qui vont être financés avec cet argent. La deuxième garantie va consister dans la manière de gérer ces projets-là. Sinon, c'est une bonne chose a priori. Seulement, qu'est-ce qu'on fait avec et comment on le fait? Si tout cela est bien pensé, bien suivi, eh bien, ces obligations peuvent être, disons, constitutives d'aubaine en termes économiques, et en termes de création d'emplois et puis même de promotion, de production, de transport d'énergie. Le marché des Green Bonds permet d'obtenir un double bénéfice financier et environnemental. Ces obligations vertes se développent particulièrement depuis 2013 partout dans le monde. Si les États sont pour le moment restés en dehors du marché des obligations vertes, celui-ci connaît un réel essor. Le montant des obligations vertes émises à travers le monde est ainsi passé de 13 milliards de dollars en 2013 à 48 milliards en 2015 et devrait atteindre 100 milliards en 2016. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Africa Tonight sur Africa 24.